donc bonjour à tous. On va commencer la session de l'après-midi. Désolé pour ce léger retard. Avant de commencer, une petite précision. Vous avez dans les sacs qui vous ont été remis ce matin un questionnaire d'évaluation de la journée. Si vous pouviez penser à le remplir, à nous le remettre au niveau des vestiaires, puisque vous savez qu'on se base beaucoup là-dessus pour le choix des thèmes notamment chaque année. Merci. Donc, après cette matinée très riche sur les réalités des cyberviolences et clôturée par M. Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, vous allez voir que cet après-midi va être consacré à la prévention et à la sensibilisation des cyberviolences, puisque tous nos intervenants font partie d'associations particulièrement impliquées dans ces domaines. Et vous le verrez, qui ont chacune développé des outils qui leur sont propres à destination des professionnels, mais pas uniquement. Et donc, pour commencer cette session, nous avons le plaisir d'accueillir l'association e-Enfance. Monsieur Samuel Comblé, vous êtes directeur des opérations de l'association. Et puis, monsieur Gwen Amoury, vous êtes responsable du pôle intervention de l'association e-Enfance et en charge de la mise à jour des modules d'intervention et des divers projets en lien avec les missions de l'association. Donc, je vous laisse intervenir à deux. Vous avez l'heure qui arrive, qui vous est dédiée. Merci. Comme les présentations sont faites, c'est bien, on gagne un petit peu de temps. On va parler donc effectivement à deux voix. Je vais introduire l'association e-Enfance, vous présenter qui on est et Net Écoute. Monsieur Amoury fera une présentation d'un certain nombre de risques que l'on peut rencontrer quand on est mineur sur Internet. Et puis je reprendrai la parole pour vous parler spécifiquement du cyberharcèlement et de Net Écoute, vous faire la présentation de la ligne d'écoute dont vous avez déjà parlé ce matin. Alors e-Enfance, en quelques mots, on est l'association française de protection des mineurs sur Internet. On existe depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. On est une association reconnue d'utilité publique et on est agréé par le ministère de l'Éducation nationale, notamment pour lutter justement contre le phénomène de cyberharcèlement qui est, comme vous l'avez compris, comme vous le savez, un phénomène très présent malheureusement pour les mineurs. Notre mission, si on devait la résumer en une seule phrase, c'est permettre aux enfants, aux adolescents et à leurs parents d'utiliser Internet de la manière la plus citoyenne, sécure, responsable possible. On s'adresse aux enfants, aux adolescents partout en France. On est agréé par le ministère, donc on se déplace dans toutes les écoles de France à la demande des établissements. On s'adresse également aux parents, puisqu'on considère que les parents doivent aussi être sensibilisés. Et on s'adresse aussi aux professionnels comme vous lors de conférences dans lesquelles nous sommes invités. Au niveau de nos lignes d'action, on en a deux grandes lignes d'action, celle dont je viens de vous parler, donc des interventions. On fait des ateliers de sensibilisation pour les élèves de la classe de CE2 jusqu'à la classe de terminale. On va pour l'instant pas en dessous du CE2, mais on nous tire petit à petit. Pour la petite anecdote, on nous demande de plus en plus d'intervenir en maternelle aujourd'hui pour des problématiques autour du numérique. Donc peut-être qu'un jour on ira, mais pour l'instant non. On fait des conférences destinées aux parents et des interventions pour les professionnels, je vous l'ai dit. Et puis notre deuxième grosse action, c'est de gérer le service Net Écoute, dont je vous ferai la présentation en fin d'intervention. Donc le Net Écoute, c'est le 0800 203 x 0. Ce numéro, c'est le service national de protection des mineurs sur Internet. On est les seuls, il n'y a pas d'autres numéros. Peut-être un jour on aura des concurrents ou des homologues, mais en tout cas pour l'instant, si vous avez des problèmes sur le numérique en tant qu'enfant, ado, mais aussi adulte, puisqu'on répond aussi aux adultes, bien vous pouvez nous appeler. Et si en tant que professionnel vous avez des difficultés dans la gestion d'une situation d'un jeune sur Internet, eh bien vous pouvez nous appeler aussi. On vous accompagnera dans la gestion du problème. Voilà pour les présentations, et donc je laisse la parole à Gwen Amoury qui va continuer. Merci. Bonjour à tous. Alors, j'étais présent ce matin, j'ai entendu un certain nombre de choses et je remercie les intervenants qui étaient ce matin parce que c'était très chouette et également très complet. Mais je vais juste apporter une légère variante par rapport à ce qui a été dit ce matin parce que j'ai eu ce sentiment d'une diabolisation d'Internet. Et oui, il y a beaucoup de dangers. Mais nous, lorsqu'on se déplace dans les établissements scolaires, on vient d'abord avec ce message qu'Internet, c'est un outil, que c'est quelque chose de fabuleux et qu'au même titre qu'on apprend à un enfant à aller dans la rue et à regarder à gauche, à droite, à ne pas parler aux inconnus, on peut faire la même chose en expliquant comment utiliser Internet en toute sécurité. D'où l'enjeu, cet après-midi, de vous présenter
qu'est-ce qui se passe sur les téléphones des jeunes, des enfants, et puis où sont les points de vigilance à apporter, avec des conseils pratico-pratiques sur les différentes thématiques à aborder en amont avec les jeunes. Il avait été proposé ce matin très justement la question de la prévention, de la sensibilisation. C'est en parlant avant qu'on va pouvoir prévenir les enfants de l'utilisation. J'ai rencontré une jeune de 8 ans à Rennes il y a quelques mois de ça, qui m'avait touché particulièrement parce qu'elle avait dit quelque chose de très très juste. C'est qu'elle avait été contactée sur une plateforme de jeu par un pédophile qui lui demandait des photos à 8 ans. Et elle m'avait répondu qu'elle avait réagi en signalant, en bloquant et en continuant à jouer. Et c'est en ce sens que c'est très important d'en parler en amont. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, je ne vais pas vous apprendre les réseaux sociaux, quelle est l'utilisation. À noter juste rapidement pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés et où est-ce que se trouvent les jeunes. Juste à main levée, parmi vous, quels sont ceux qui sont sur Facebook? Ok, c'est copains d'avant aujourd'hui, d'accord, pour les jeunes. Il faut savoir que les jeunes ne sont plus sur Facebook. Les jeunes vont se trouver sur Snapchat et sur Instagram, et on aime à croire que dans quelques années, ils n'y seront plus non plus, ou beaucoup moins, et ils auront migré vers une autre plateforme. De plus en plus, en primaire, on les verra sur TikTok, qui est une application qui permet de faire du playback, de la construction de contenu, et puis de se mettre en scène. Et se mettre en scène peut être une première entrée vers le cyberharcèlement. Des applications de messagerie, de rencontres, ici Discord, qui est parfois méconnu par les adultes, qui est une plateforme de jeu, en tout cas de contact au travers du jeu, et avec une entrée sur Twitter à partir du lycée, et je ne présente pas Twitter, mais la liberté d'expression oblige et conduit à toutes les difficultés qu'on peut y rencontrer. Ils vont également aller sur des contenus vidéo, pour se divertir, s'informer, apprendre, partager, créer, etc. Aujourd'hui, sur YouTube, on retrouve les YouTubeurs, qui sont les nouvelles idoles d'aujourd'hui. Lorsque nous étions plus jeunes, nous avions peut-être des chanteurs, des joueurs de foot sur les murs. Aujourd'hui, ce sont les YouTubeurs, et ça donne envie aux jeunes d'aller sur YouTube et de devenir eux-mêmes YouTubeurs. Alors voilà, déjà, le premier conseil qu'on leur donne, c'est que YouTubeur, c'est un métier, tant mieux, c'est fabuleux, mais au même titre qu'un sportif, il n'y en a que très peu qui réussissent. Aujourd'hui, on rencontre des problématiques sur YouTube avec des jeunes en primaire qui créent des contenus, qui postent des vidéos, et puis quelques années plus tard, en fin de collège, des camarades retrouvent ces vidéos-là et s'en servent pour faire du cyberharcèlement. Alors, il y a tout plein de choses à faire avant. Au travers des jeux vidéo, plein de plateformes, je ne vais pas les présenter une par une, je vais m'attarder un peu sur celle-là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se déplace dans les établissements scolaires, on constate que 70 à 80% des enfants jouent à ce jeu. Alors pourquoi? Parce que c'est cartoonesque, que c'est très fun, il n'y a pas de sang dans Fortnite, qu'il y a une démarche de communautarisme. Si on joue à Fortnite, on achète un skin, un costume, et on fait partie de la communauté. Si on n'en a pas, on est nul, alors que ça n'a rien à voir avec le jeu. Parce que c'est très rigolo et que les sportifs français, ou en tout cas les célébrités les relaient. Cette danse, par exemple, c'est la célébration de notre champion du monde, Antoine Griezmann, qui a d'ailleurs lancé une équipe de e-sport il y a quelques semaines de ça. Et également parce que ça fait rêver. Ce jeune garçon de 16 ans a gagné 3 millions de dollars en terminant premier de Fortnite. Donc vous entendez bien que ça fait beaucoup rêver les enfants et qu'ils se disent peut-être qu'eux aussi pourront faire carrière. Eh bien, au même titre que les youtubeurs, c'est leur expliquer que pourquoi pas, mais qu'il n'y en a que très peu qui réussissent. Des conseils peut-être pour vous, pour les publics, pour les parents que vous accompagnez, des plateformes sur le site d'Enfance, vous retrouverez des tests de jeux vidéo qui vont vous expliquer par exemple qu'une partie de Fortnite, ça dure 20 minutes et pas 1 heure. Je suis toujours très surpris lorsque je fais des conférences auprès des parents et que je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà attendu votre enfant pour qu'il termine sa partie de Fortnite avant de manger? Plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à chaque fois, les parents me répondent oui. Pas de bol, ça dure 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc au même titre que Mario Kart, si vous l'attendez depuis 1 heure, c'est qu'il vous a mis une belle banane. Et c'est tout l'enjeu de la démarche de sensibilisation et de prévention, c'est également expliquer aux parents que pour pouvoir accompagner au mieux le numérique, c'est s'intéresser à ce qu'il fait. Voilà pourquoi on présente également jeuxvideo.com et Pédagogeux. Ce sont des sites qui vont expliquer le détail du jeu. Ici, les PEGI, vous avez peut-être entendu parler, il est à noter que c'est déconseillé et que ce n'est pas interdit. Ce sont les éditeurs de jeux vidéo qui proposent ces conseils et non pas le ministère de la Culture ou une autre institution. Si on prend un jeu qui est très très connu tel que GTA, on constatera qu'il est déconseillé aux moins de 18 avec tout plein de prévention, du langage agressif, de la discrimination, de la prostitution, de la drogue. Est-ce qu'on laisse ce jeu à un enfant de 12-13 ans sans accompagnement? C'est la question éducative et la question parentale.
Alors un petit point sur les temps d'exposition, même s'il y en a eu, il y a eu quelques éléments ce matin, parce qu'il y a des problématiques qui sont identifiées tout de suite sur l'utilisation du numérique. La première problématique de l'excès d'utilisation, ça va être l'isolement, lorsque le jeune se retrouve tout seul, et puis lorsqu'il a un comportement inadapté, ce qui va conduire ensuite au cyberharcèlement, qu'on soit auteur ou qu'on soit victime. Alors ces chiffres-là datent de 2017, d'une étude Ipsos. Vous y retrouvez le temps passé par jour, également le temps hebdomadaire, et puis les utilisations, ce qu'on a vu légèrement avant. On va être honnête sur ce qui se passe ici. L'étude date de 2017. On a essayé de mettre à jour pour 2019-2020 les chiffres. C'est très difficile d'en trouver et d'en trouver qui ne sont pas orientés vers une telle plateforme. Vous allez trouver des jeux qui sont orientés vers des joueurs de jeux vidéo. Ça ne reflète pas la réalité. Aujourd'hui, lorsqu'on se déplace dans les établissements scolaires, on constate que pour cette tranche d'âge-là, ils sont peut-être à 3-4 fois ça par jour. Alors comment faire? Parce que chaque enfant est différent et produire des études pour dire c'est une moyenne, ça ne leur parle pas. C'est bien l'enjeu de se poser la question et de la conscientisation du temps passé sur les écrans. Ce tableau-là, on le présente aux élèves, on le présente aux parents parce que pour pouvoir mieux gérer son temps d'utilisation, il faut savoir ce qu'on fait, à quel moment et pourquoi. Avec cette question sous-jacente qui est est-ce que c'est nécessaire? Et puis également, est-ce que mes parents me prennent la tête lorsque je suis sur les écrans? Généralement, les élèves répondent oui. Il y a un chiffre qui est très parlant qui va expliquer qu'une heure passée sur les écrans, c'est 5 heures ressenties pour les parents. Comprenez bien que lorsque les jeunes rentrent des cours et qu'ils y font 2 heures, on a l'impression qu'ils y ont passé toute la journée. Alors on explique aux enfants que c'est aussi parce que les parents ne sont pas au courant de ce qu'ils vont y faire dans le détail. Ce tableau-là va nous permettre de nous poser la question de l'utilisation des réseaux sociaux, des jeux vidéo, et est-ce que c'est nécessaire ou non? Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ces réseaux sociaux quand on fait ses devoirs? Des jeunes vous répondront que oui, parce que ça permet d'échanger sur les devoirs. Mais en termes de concentration, cela ouvre à d'autres questions. Sauf que, il y a quelques années, avant que le numérique arrive, on regardait si l'enfant avait fait ses devoirs devant son cahier. Aujourd'hui, on lui dit il fait ses devoirs avec sa tablette. Et c'est ce vers quoi on tend de plus en plus, c'est les tablettes, l'équipement des tablettes dans l'établissement scolaire. Ça ne sous-entend pas que les parents ne doivent plus être derrière les devoirs et ne plus regarder ce qui s'y passe. C'est ce qu'on vient faire lorsqu'on rencontre les parents en conférence, c'est leur réexpliquer l'enjeu de l'éducation et l'enjeu de l'accompagnement éducatif au travers de discussions, d'échanges, et puis également de définir un cadre. Définir un cadre, c'est des règles, mais aussi des sanctions, et puis des règles qui sont co-construites. D'ailleurs, on constate que lorsqu'on co-construit les règles d'utilisation du numérique avec les jeunes, ils sont parfois plus sévères dans la sanction que ce qu'on avait imaginé. Donc, ne pas hésiter à en discuter avec eux. Il y a tout de même le Graal pour les adultes, le contrôle parental. C'est fabuleux, ça permet de placer un cadre très strict tout de suite, 7 minutes d'Instagram par jour. Alors vous en retrouvez plusieurs qui soient payants ou gratuits, qui vont permettre de voir ce que font les enfants, de leur dire tant d'heures ou pas. C'est intéressant lorsqu'on a perdu la main pour refixer un cadre. Par contre, il faut entendre que ça remplace pas l'accompagnement quotidien. Si on a envie de faire sauter le contrôle parental, on va sur un moteur de recherche très connu et on tape « Comment enlever le contrôle parental ?» Et ça marche très très bien, des élèves de collège le font déjà. Il a été dit ce matin, et à juste titre, parce que c'est le cas partout, il est fort probable que l'élève qui a un cadre trop strict à la maison ait 2 téléphones. Que si les parents ont créé un compte Instagram pour pouvoir suivre ce qui s'y passe en étant amis, il y a un 2e compte Instagram. On est souvent, nous, très surpris de voir la réalité sur le terrain lorsqu'on est au contact des élèves, et puis de voir ce que les parents en pensent. Il y a un vrai fossé. Lorsqu'on rencontre les élèves en 5e, donc c'est déjà très jeune, et qu'on leur dit en toute honnêteté, mais on le sait que vous avez déjà été invité dans un groupe Snapchat, ou vous avez peut-être déjà créé un groupe pour vous moquer d'un autre élève, ils se regardent tous et il sait qu'on fait ça. Ça montre bien que les adultes qui les entourent n'ont pas connaissance de ça. Et pourtant, ils le font et ils l'utilisent. On peut parler, et on en a abordé gentiment ce matin, sur l'échange de photos à caractère sexuel. Ça commence dès le CM2, dès la 6e. Donc c'est bien tout l'enjeu d'en parler en amont, de fixer un contrôle parental, certes, mais surtout d'aborder le sujet à la maison. Alors du coup, comment accompagner? C'est la question du positionnement de l'adulte, du positionnement de l'éducateur ou du positionnement du parent. Est-ce qu'on le laisse jouer? Est-ce qu'on joue ensemble? Est-ce qu'on le regarde jouer? Ou est-ce qu'on le fait jouer?
C'est l'équilibre de ces 4 positionnements qui va permettre aux jeunes de se construire une utilisation responsable, autonome, et puis d'être un peu au courant de ce qui s'y passe. Le laisser jouer, c'est important parce que c'est le jardin secret. Mais le regarder jouer ou même jouer ensemble, et j'invite fortement tous les adultes à faire une partie de Fortnite avec leurs jeunes, parce qu'on va pouvoir découvrir plein de choses. Cette question-là, elle n'est pas anodine non plus. Est-ce que vous demandez au jeune s'il est fier de sa réussite en ligne? Les parents vont souvent nous répondre « je l'entends ». Lorsqu'il descend et qu'il a fait son top 1, c'est-à-dire qu'il a gagné sa partie, il crie partout. La question n'est pas la même. Est-ce que vous l'entendez ou est-ce que vous lui posez la question? Et c'est là qu'on rentre dans la démarche d'accompagnement éducatif sur la valorisation de la réussite et de la réussite en ligne. À Enfance, on est intimement persuadé qu'il n'y a pas de vie réelle et de vie virtuelle, que tout est lié. Et d'ailleurs, dans le cyberharcèlement, on s'en rend bien compte que ce qui va se passer sur les réseaux sociaux a un impact sur la vie réelle. Donc questionner la réussite, c'est permettre à l'enfant, aux jeunes et même aux adultes de pouvoir être valorisé au quotidien, valorisé auprès des amis, auprès de la famille et même dans le milieu professionnel. Si un jeune se lève le matin pour aller en cours et qu'il a fait top 1 la veille, il arrivera face à ses copains et il sera en confiance. Cette confiance-là, il va pouvoir l'appliquer sur toute sa journée et donc sur les apprentissages. Et là, les parents seront plus à même d'avoir des réponses du type « j'ai fait top 1 aussi sur les cours et sur les devoirs que j'ai à la maison ». Ça, c'est plutôt intéressant. Se poser, jouer avec les jeunes, c'est pouvoir évaluer le comportement qu'ils ont en ligne. On a souvent tendance à imaginer notre enfant victime de cyberharcèlement. Sauf qu'on parle de 1 jeune sur 10 victimes en France. S'il y a des victimes, il y a forcément des agresseurs. Et c'est aussi aux parents de contrôler les enfants qui potentiellement seraient auteurs de cyberharcèlement. En s'asseyant de temps en temps à côté de son jeune lorsqu'il est en train de jouer, en le questionnant sur les relations qu'il a sur Instagram, sans rentrer dans les conversations, évidemment, parce que c'est le jardin secret, on va constater s'il y a des problématiques ou des mauvaises attitudes en ligne, et donc réguler derrière. Avec cette question de fond, qui suis-je? Qui suis-je lorsque je suis en ligne? Alors, qui suis-je, c'est une question qu'on peut se poser toute sa vie. Mais est-ce que je suis la même personne en ligne que lorsque je ne suis pas en ligne? Et sur la consommation des écrans, est-ce que c'est moi qui les contrôle ou est-ce que c'est pas l'inverse? Lorsqu'on se déplace et qu'on fait le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, on leur dit en question rhétorique, vous placez le curseur. Est-ce que lorsque vous êtes avec des amis et qu'il y a un blanc depuis 5 minutes, vous sortez votre téléphone et vous envoyez un message à la personne qui est juste en face de vous? Certains des jeunes nous disent « bah oui, je fais ça ». Est-ce que quand vous êtes au cinéma ou en colloque ou en conférence, vous ouvrez votre téléphone et vous sortez de ce que vous êtes en train de faire, voire vous dérangez les personnes qui sont autour de vous? Est-ce que lorsque vous dormez et que vous recevez une notification Snapchat, vous sortez de votre cycle du sommeil pour regarder ce qui s'y passe? Si vous avez répondu oui à certains moments, c'est peut-être que c'est plus les écrans qui vous contrôlent. Encore une fois, c'est tout l'enjeu de la conscientisation et de l'addiction qu'on va avoir au travers des écrans. Le propre de l'addict, c'est de dire qu'il ne l'est pas. Donc les jeunes vont nous dire « mais non, je ne fais pas trop d'écran ». Peut-être que c'est le cas, on l'a vu, 2 heures par jour, on n'a pas la même perception du temps passé sur les écrans, mais en tout cas, s'il y en a trop, il faut peut-être re-questionner ou en tout cas s'intéresser en détail à ce qui s'y passe. Cette question de l'anonymat et du pseudonymat également en ligne, elle est à poser. Qui suis-je lorsque je suis sur les écrans? Ce n'est pas parce que je suis derrière un pseudo que je suis protégé pour les messages agressifs que je vais poster ou ceux que je vais recevoir. Lorsque je vais poster un contenu sur TikTok ou sur YouTube, des gens vont pouvoir le voir. Un conseil qu'on donne aux enfants, imaginez que le contenu que vous allez mettre en ligne, vous le mettez à l'entrée de l'école et que tout le monde va le voir ce matin. Est-ce que vous pensez qu'on va se moquer de vous? Si c'est le cas, peut-être qu'il faut d'abord la montrer aux parents. Parce qu'il va y avoir tout un enjeu également sur la gestion des données personnelles et sa e-réputation, particulièrement lorsqu'on grandit. Ça va conduire à 2 problématiques en ligne, le piratage de compte, l'usurpation d'identité, qui sont également des formes de cyberharcèlement. Alors je vais vous présenter un peu ce qu'une personne malveillante pourrait faire. On a créé un compte fictif qui s'appelle Alexis sur Instagram. Si on souhaite retrouver des photos supplémentaires, où est-ce qu'on va aller? Eh bien, on va aller sur un moteur de recherche très connu, et puis on va faire une recherche du compte Instagram. Je vous invite à faire la même chose avec votre prénom et votre nom de famille. Ce soir, vous allez peut-être découvrir des choses, à la fois dans tous et à la fois dans les images. On peut prendre une photo et la faire glisser, ou appuyer sur ce bouton-là. Le moteur de recherche nous proposera une reconnaissance faciale pour nous montrer des photos qui s'y ressemblent. Ici, sur notre exemple, on retrouve 1, 2, 3 photos.
qui n'ont rien à voir avec le compte Instagram. On va donc cliquer sur la première et on va arriver sur un compte Twitter. C'est ainsi qu'on va récolter des informations supplémentaires qui ne sont pas issues du premier réseau social. Cela s'apparente à tout. En gros, si on est en privé, c'est bien l'enjeu du paramétrage des comptes, mais j'y reviens un peu après, seulement nos amis peuvent avoir accès aux informations. Attention, parce que si on est en public, n'importe qui. Mais ça va même un peu plus loin que ça, parce que si des amis sont en public et republient ou font une capture d'écran d'une photo que moi j'avais postée en privé, eh bien, de nouveau, n'importe qui a accès à ça. C'est la métaphore de la maison. Lorsqu'on sort de chez nous, on ferme notre maison à clé. Lorsqu'on est sur Internet et qu'on s'ouvre donc au monde, on ferme la maison de ses données personnelles et de ses informations pour éviter qu'elles soient utilisées par des personnes malveillantes. Alors rapidement, les données personnelles, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous y retrouverez l'adresse, le prénom, nom de famille, photo de toi de sa famille, numéro de téléphone, identifiant, mot de passe. Les données médicales, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'ouvrir le débat sur les données médicales, mais certaines personnes vont transmettre des informations sensibles sur Internet parce qu'une application leur propose de partager leur parcours tous les jours lorsqu'ils courent. Le code de déverrouillage qui va donner accès à toutes les applications qui s'en suivent derrière. Si le code de déverrouillage c'est 4x0 ou 1, 2, 3, 4, c'est très facile à pirater. Donc si vous perdez votre téléphone ou vous le faites voler, eh bien on a accès à une application de mail par exemple, avec l'envoi d'une carte d'identité pour un employeur ou je ne sais quoi, ce qui donne accès du coup à tout le reste. Et également la localisation qui est très très sensible, particulièrement sur Snapchat, qui est définie automatiquement. Alors il faut savoir qu'un dossier comme ça, aujourd'hui, c'est plus cher que de simples coordonnées bancaires. Comment accompagner les jeunes? Eh bien déjà, c'est les rassurer. Parce qu'ils peuvent utiliser Internet, ils peuvent créer des comptes et avec quelques questions, quelques réflexes, se protéger de ces personnes malveillantes. Il est question de paramétrage au moment de l'inscription, de ne pas mettre son prénom, son nom de famille, savoir qu'on peut signaler, qu'on peut bloquer une personne qui est malveillante, qu'on peut faire une alerte Google. Je vous invite à aller sur le site d'e-enfance pour trouver comment on fait, car on va pouvoir récupérer immédiatement un mail lorsqu'on aura été référencé sur ce moteur de recherche. Et puis vérifier sa réputation, on a également des droits. Cette slide-là, je l'ai construite volontairement pour que les parents puissent la prendre en photo et lorsqu'ils rentrent à la maison, poser les questions. Parce qu'en fait, en quelques questions, on va pouvoir s'assurer que notre enfant est sécurisé sur Internet. Est-ce qu'on peut me pirater? Le mot de passe est-il sécurisé? Est-ce qu'on peut me contacter, mes amis uniquement? Le compte est-il protégé? Et enfin, qui peut me voir, mes amis uniquement? En ayant paramétré ces comptes comme ça, il y a déjà beaucoup moins de chances de tomber sur des personnes malveillantes telles que les pédophiles, comme on l'a vu ce matin. Et d'ailleurs, la conclusion de la vidéo d'Europol, c'est la jeune fille qui paramètre son compte et qui le passe en privé. C'est donc bien qu'on peut utiliser Internet en toute sécurité avec quelques clics. Et c'est surtout d'aborder ça en amont. Si tu tombes sur quelqu'un qui vient te déranger, un pirate, un escroc, un pédophile ou un auteur de cyberharcèlement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on signale. On fait des captures d'écran, comme ça a été dit ce matin. On bloque la personne pour qu'elle n'ait plus accès à nos informations. Mais surtout, on en parle à des adultes de confiance. Et c'est tout l'enjeu de la sensibilisation, c'est d'expliquer que les jeunes ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent s'orienter vers les adultes. Comment paramétrer? On leur présente rapidement, en quelques clics, qu'un compte Instagram, donc tout l'exemple qu'on a vu avant, on peut s'en protéger en allant cliquer sur le compte privé. Également, lors de l'inscription, qu'on n'est pas obligé de renseigner ces informations, et que ça ne nous interdira pas d'utiliser le jeu ou la plateforme qu'on souhaite utiliser. Le signalement se fait de façon très simple, très rapide. C'est souvent un petit drapeau, 3 petits points, on va nous demander pourquoi. Et c'est ce qui va permettre aux plateformes de regarder le contenu et donc de le supprimer ou de l'effacer, voire de bannir un utilisateur. En revanche, ils sont très honnêtes avec ça. S'il n'y a pas de signalement, ils sont en difficulté pour réguler Internet parce qu'ils n'ont pas assez d'équipes de modérateurs. Faire un signalement, c'est faire remonter en haut de la liste la problématique ou le message. Et bloquer, ça permet d'éviter que la personne malveillante ait encore accès à nos informations. Je vous en ai parlé en transversal et je vais laisser la main à Monsieur Comblet pour le cyberharcèlement. Effectivement, on a choisi de faire un petit focus sur le cyberharcèlement qui est encore un gros problème sur Internet pour les jeunes. Sur la ligne d'écoute, Net Écoute, 50% de nos appels sont liés à des problématiques de cyberharcèlement avec des situations qui peuvent être extrêmement douloureuses et durer très longtemps. Alors une définition très rapide.
Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? C'est un acte agressif et intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus, et Dieu sait si sur Internet c'est facile de trouver un groupe d'individus malveillants, au moyen d'outils de communication, de façon répétée. La notion de répétition est importante, hein. Se faire agresser verbalement sur Internet n'est jamais très agréable, mais si c'est un seul commentaire, ben, ça n'est pas du harcèlement. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de répétition pour considérer que le harcèlement est avéré. À l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. La fin de la phrase, moi, me pose parfois question, parce que ça voudrait dire que quand on est capable de se défendre seul, eh bien, c'est pas du harcèlement. On peut en douter. Je pense qu'il faut surtout se focaliser sur le début de cette définition. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque je dirais qu'il y a des types de harcèlement. Le harcèlement évolue, et je vais vous en montrer quelques exemples. Il peut prendre plein de formes, et je dirais que les adolescents aujourd'hui sont extrêmement créatifs et ont une capacité de nuisance qui peut être parfois extrêmement forte avec les outils qui sont aujourd'hui à leur portée, notamment des logiciels qui permettent de transformer des images ou des vidéos de façon très facile, très instinctive, de manière gratuite, et ces photos sont souvent utilisées pour nuire à leurs camarades. Donc je vous ai mis un certain nombre d'exemples ici sur le slide, mais je vais vous montrer une étude de cas en particulier un petit peu plus tard. Mais en tout cas, intimidation, insulte, moquerie, propagation de rumeurs, piratage de comptes, usurpation d'identité, création d'un groupe, c'est très à la mode ça, ou d'une page sur les réseaux sociaux pour apporter des commentaires qui vont nuire à la e-réputation de la personne, et puis menace de publication de photos, de vidéos de la victime. Qu'est-ce qui pousse un jeune à cyberharceler un autre? Il peut y avoir plein de choses. Je dirais que souvent, c'est des problèmes autour de la différence. Qu'est-ce qui a fait différence chez l'autre qui te pousse à agir de cette manière-là? Si vous posez cette question sous cette forme-là, vous avez en général pas mal de réponses assez intéressantes. Si vous demandez à un patient ou à un jeune pourquoi tu as harcelé, bien souvent ils ne savent pas. Si vous leur dites qu'est-ce qui est différent chez l'autre et qui te pose problème, souvent ça apporte des éléments de réponse beaucoup plus intéressants. En tout cas, ce qu'on voit nous dans notre expérience, c'est qu'il y a beaucoup de rivalité, de jalousie, il y a beaucoup de différences, hein, je l'ai dit, de discrimination. La discrimination est souvent à l'origine de situations de cyberharcèlement. Il peut y avoir aussi des équilibres de groupe qui peuvent aussi jouer dans la naissance d'un harcèlement, avec parfois une remise en cause d'une hiérarchie au sein de ce groupe. Et puis, tout simplement, le manque de respect. Et je dirais que les êtres humains sont assez doués pour ça, et surtout en France, où quand même notre capacité à faire du mal sur Internet, semble-t-il, est assez important comparativement à d'autres pays européens ou même dans le monde. Alors tous les moyens de communication aujourd'hui sont utilisés pour pouvoir harceler, tous les supports de communication, hein, que ce soit les tablettes, les téléphones portables, etc. Et puis surtout aussi tous les sites internet, tous les réseaux sociaux, toutes les messageries instantanées peuvent être, je dirais, des supports de nuisance. Même les jeux, on pourrait penser que quand un jeune joue sur internet, il n'a pas de problème. Ben non, puisque rares sont les jeux aujourd'hui qui se font en privé contre la machine. Ça c'était, je dirais, dans l'ancien temps, il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, tous les jeux se font en ligne, donc avec plein de joueurs potentiels, mais aussi plein de harceleurs potentiels. Et pour les plus jeunes, malheureusement, plein de pédophiles potentiels également, puisque quand vous êtes sur un jeu qui est normalement dédié à des tout-petits, eh bien, des personnes malveillantes peuvent évidemment accéder facilement à ce jeu et savoir qu'il y aura beaucoup d'enfants sur cette plateforme, et évidemment pouvoir nuire à ces jeunes joueurs. Quelles sont les conséquences? Alors il y a évidemment plein de possibilités, plein de risques en termes de, plein de conséquences, pardon. Il n'y a pas de conséquences vraiment spécifiques au harcèlement. Je pense que quand on est en situation d'aider un jeune, eh bien aujourd'hui en 2020, on doit poser la question très simplement: est-ce qu'il y a du harcèlement de près ou de loin dans ta vie? Est-ce que tu es concerné par cette situation?
Pourquoi il faut poser la question? Parce que souvent les victimes se recroquevillent sur elles-mêmes, ont tendance à ne pas parler. Ce qu'on entend souvent sur la ligne d'écoute, c'est « je ne peux pas en parler avec mes parents parce que j'ai peur de les inquiéter, ils ont suffisamment de problèmes comme ça, je ne vais pas leur en rajouter ». Et nous, ce qu'on dit, c'est évidemment bien sûr l'inverse, et que c'est justement en parlant, en levant le tabou, que vous allez pouvoir, en tant que victime, être aidé. Donc ça, il faut inviter, à mon avis, les jeunes à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, à exprimer ce qu'ils ont vécu, parce qu'aussi souvent dans des situations de harcèlement, il y a presque une habituation, une forme de bon bah oui mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on s'exprime, c'est comme ça que on s'adresse à moi, j'ai l'habitude. Bah non, il y a pas de fatalité et de fatalisme. Il y a du respect à avoir quand on est sur Internet. C'est comme dans la vie physique, le numérique, on l'a dit tout à l'heure, ne te protège pas, et il faut pouvoir eh bien se faire aider quand on en a besoin. Les conséquences du harcèlement, c'est aussi qu'on peut être inquiété par la justice. Très rapidement, que dit la loi du 4 août 2014 qui a reconnu la notion de harcèlement. De manière générale, si vous tenez des propos, si vous avez des comportements répétés ayant un effet ou une dégradation sur les conditions de vie d'un individu, eh bien vous pouvez être puni de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Si ces propos ou ces comportements sont en plus orientés vers des mineurs de moins de 15 ans, donc sur des publics dits vulnérables, et bien dans ce cas-là, la loi est plus punitive. Vous pouvez risquer 2 ans de prison ou 30 000 € d'amende. Et si en plus votre harcèlement, vous le diffusez via les nouvelles technologies de communication, eh bien, vous voyez que la loi est également beaucoup plus punitive. Et puis si en plus eh bien, vous réunissez l'ensemble de ces circonstances aggravantes, eh bien là, à ce moment-là, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ça, ce panneau-là, on le présente en classe, ça nous semble important, même si on n'éduque pas les jeunes en leur faisant peur, en disant attention, la police va passer, on va vous mettre en prison. D'abord, on ne le dit pas parce que les jeunes nous rient un peu au nez en disant montrez-moi des endroits où on a incarcéré plein de jeunes parce qu'ils ont cyberharcelé. Évidemment, ça n'existe pas. Et pour autant, il existe des situations en France de jeunes qui ont été incarcérés parce qu'ils avaient nui gravement dans des situations de harcèlement. Ce qui est important aussi de montrer dans cette slide, c'est même si vous n'êtes pas incarcéré systématiquement en France parce que vous avez été auteur de harcèlement, eh bien néanmoins, le législateur a prévu ce type de peine. Aller 3 ans en prison, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que le harcèlement est quelque chose de grave et que les adultes considèrent que c'est quelque chose de grave. Et nous, en tant qu'intervenants e-enfance, on voudrait aussi, quand on vous parle à vous élèves, eh bien que vous ayez conscience que c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qui passe comme ça, c'est une vraie agression, c'est un délit et il faut l'entendre comme tel, et en tout cas la loi l'a stipulé de cette manière-là. Alors quelques exemples. Le grooming, je ne sais pas si c'est un terme que vous maîtrisez, on pourrait parler de pédophilie parce que c'est à peu près la même chose. Le grooming, c'est quoi? C'est un adulte qui va, on le voit ici sur la photo, mettre une espèce de masque comme s'il était mineur, se faire passer pour un mineur, aller sur des sites qui sont normalement dédiés à des mineurs et faire croire qu'il est un mineur. Sauf que en face de lui, il va avoir effectivement un jeune peut-être un peu naïf, pas forcément sur ses gardes, qui va se laisser avoir et qui va peut-être aller dans le sens de ce que l'adulte va lui demander. Qu'est-ce qu'il peut lui demander? Bien, c'est souvent des images, des photos, des vidéos, un peu dénudées, parfois même pas forcément dénudées. Il peut y avoir certaines personnes, on a des cas sur NetÉcoute, qui peuvent être excités à la simple idée qu'un mineur puisse prononcer des mots sexuels ou raconter des choses de sa vie personnelle, et ça peut être quelque chose d'excitant pour lui. Le grooming est un vrai problème en France qu'il faut vraiment, je dirais, avoir en tête. C'est pas quelque chose qui fait partie du passé, même si nous, à e-enfance, on traite ces problématiques depuis 15 ans. Si e-enfance existe, c'est parce qu'il y a 15 ans, il y avait MSN et ce qu'on appelait les prédateurs sexuels à l'époque. 15 ans après, ça existe toujours. Il faut savoir que la France est le 2e pays européen hébergeur de sites pédopornographiques.
Alors le premier, c'est les Pays-Bas. On est 4e sur le plan mondial et 2e sur le plan européen, pour vous dire qu'il y a une vraie problématique. Et je crois qu'il faut protéger les mineurs et tout simplement les alerter avant que ça arrive, leur en parler, leur dire que potentiellement, quand on est sur Internet, on peut éventuellement rencontrer des personnes qui vous demandent des choses bizarres, des choses qui les mettent mal à l'aise. Et si c'est le cas, il faut en parler à des adultes de confiance. En tant qu'adulte, il faut faire des screens, garder des preuves, évidemment, parce qu'il va falloir éventuellement aller porter plainte pour que cet individu soit bloqué. On va signaler et bloquer cet individu auprès du réseau social ou de la messagerie sur laquelle il a pris contact avec le jeune. On va inviter le jeune à en parler à des adultes de confiance. Avant, à e-enfance, on disait à un adulte de confiance. On a eu une remarque plusieurs fois de jeunes qui nous disaient « mais j'ai suivi votre conseil, sauf que l'adulte de confiance que je suis allé voir, il ne savait pas quoi faire parce qu'il n'y connaît rien au cyberharcèlement. Et du coup, j'étais bloqué parce que... » voilà. Et du coup, on dit à des adultes de confiance, ça peut paraître un détail de langage et on se rend compte que quand on dit à des adultes de confiance, c'est beaucoup plus efficace et les jeunes se saisissent plus de ce conseil. Et puis, dernier conseil, tout simplement appeler Net Écoute, dont je vais vous parler tout à l'heure en fin de présentation. Les relations amoureuses. Alors là, tout à l'heure, je parlais du grooming, là, à l'instant. On va parler maintenant des relations amoureuses et de la façon dont les adolescents entrent en contact les uns avec les autres. Une grande mode aujourd'hui pour se prouver son amour, c'est de s'envoyer des photos un peu dénudées, voire complètement dénudées. Il y a quelques années, on aurait pris un Polaroid, on aurait pris la photo, on l'aurait envoyée par la poste, etc. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de s'envoyer des photos grâce à son téléphone portable. Il n'y a rien d'illégal. Nous, on n'empêche pas les jeunes de le faire si c'est dans leur façon d'être en lien et de se prouver un amour, une relation, pourquoi pas. La seule chose, c'est qu'on leur dit, si vous le faites, faites-le bien. Comment le faire bien ? Eh bien déjà, c'est de s'assurer que quand on envoie des photos de soi dénudées, on le fait à quelqu'un en qui on a confiance et en qui on aura toujours confiance. Parce qu'on peut s'aimer un jour, mais l'amour, malheureusement, ne dure pas tout le temps. Et donc, si cette photo se répand après sur Internet, eh bien, c'est ce qu'on appelle, et je vais vous en parler juste après, le revenge porn, et bien dans ce cas-là, on regrette de l'avoir fait et on se rend compte que la personne de confiance n'était peut-être pas tant de confiance que ça. On va vérifier qu'on la connaît personnellement, parce que, encore une fois, on peut avoir des adultes qui vont demander des photos à des jeunes et ça peut paraître étonnant pour nous en tant qu'adultes, mais vous avez beaucoup de jeunes qui envoient des photos d'eux dénudés à des gens qu'ils n'ont jamais dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant et qu'ils ne connaissent pas, à des anonymes. Pourquoi ? Parce que il y a quand même une grande tendance des adolescents aujourd'hui, c'est de faire le buzz, de faire entendre parler d'eux, d'être likés, d'être suivis sur Internet. Et donc, je dirais que peu importe le moyen, ils vont alimenter ceux qui les sollicitent en photo et en vidéo qui peuvent pas forcément être très positifs pour eux. Et puis une dernière chose aussi, c'est on leur dit si tu envoies des photos de toi dénudé, fais en sorte de ne pas être reconnu sur la photo. À chaque fois que je donne ce conseil, je sais que la salle rit, et pour autant c'est, je pense, un conseil important. Si tu fais des photos de toi dénudé, tu fais soit la photo de ta tête, soit la photo de ton corps, mais tu fais pas ta tête et ton corps en même temps. L'avantage, c'est que s'il y a la photo de votre tête, c'est votre tête, c'est pas grave. Et si c'est votre corps, c'est votre corps, et on ne saura pas forcément que c'est votre corps à vous. Si tous les adolescents faisaient ça, je pense qu'on aurait beaucoup moins de difficultés et beaucoup moins de problématiques à gérer. Nous, le revenge porn sur Net Écoute, c'est entre 10 et 15 cas tous les jours. Voilà. Pourquoi c'est si important ? Tout simplement parce que c'est un vrai problème. Et pourquoi vous n'en êtes en général pas informé ? Parce que en général, on ne va pas se vanter quand on est un adolescent auprès de ses parents, auprès de ses profs, auprès de son psy, qu'on s'est montré complètement nu devant un inconnu et que notre photo, elle est en train de faire le tour du monde parce que sur Internet, il y a 5 milliards de personnes qui se connectent tous les jours, donc ça fait un paquet de spectateurs. Le revenge porn, donc je vous l'ai dit, donc c'est le fait d'utiliser des photos et des vidéos qu'on a envoyées dans le cadre d'une relation amoureuse, et malheureusement cette relation n'a pas duré, et l'un des partenaires va utiliser cette photo comme vengeance. Il y a aussi le chantage sexuel. L'idée, c'est d'être contacté par une personne malveillante qui va faire pression sur vous pour que vous envoyiez des photos, ou qui vont réussir à obtenir ces photos, et une fois qu'ils ont ces photos, ils vont vous dire si tu ne m'envoies pas une certaine somme d'argent, eh bien je vais diffuser les photos autour de toi, et comme j'ai capté tes données personnelles, ce sera très facile de pouvoir le faire.
Donc tout ça est bien sûr illégal, c'est sanctionné par la loi. Le partage, la diffusion sans consentement de toute image ou parole à caractère sexuel, y compris les images ou paroles obtenues avec consentement, est puni de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. Cette petite parenthèse, elle est importante parce que il y a encore quelques années, les tribunaux ne condamnaient pas de la même manière les jeunes qui avaient donner leurs photos avec ou sans consentement. C'est pas parce que j'ai à un moment donné mon consentement pour envoyer ma photo à mon petit copain que cette photo doit, quelques mois après ou quelques années après, être utilisée contre moi. Okay, donc le fait d'avoir envoyé ou pas avec consentement n'a rien à voir avec le fait que ça reste un délit si la photo est utilisée par malveillance. Comment réagir ? Les conseils sont toujours à peu près les mêmes, mais on vous les répète, il faut donner l'habitude aux jeunes de signaler une situation, un comportement qui lui porte préjudice sur Internet. Pourquoi le signaler ? Tout simplement parce que la majorité aujourd'hui des réseaux sociaux, des sites Internet ont la capacité de faire retirer les contenus. Alors, je dis la majorité parce que c'est quand même globalement le cas. Il y a encore beaucoup de travail à faire, hein. Tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus ou moins bons élèves que d'autres. On travaille avec eux, nous, justement, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus protecteur pour les mineurs et faire en sorte que ce ne soit pas ce qu'on vit parfois aujourd'hui, un parcours du combattant pour faire enlever ces contenus. Mais en tout cas, voilà, il y a des situations où le signalement est nécessaire, il y a des situations où les réseaux sociaux jouent le jeu et rapidement, donc il faut inviter les jeunes à signaler. Faire des screens, je l'ai dit, pour porter plainte éventuellement dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. On va porter plainte et puis on peut appeler Net Écoute. Le sexting, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'envoi de photos dénudées. C'est très répandu aujourd'hui. C'est un mode de séduction pour prouver encore une fois son amour. C'est une façon peut-être pour les adolescents de se découvrir, de découvrir l'autre, etc. Je pense qu'on peut peut-être, nous, en tant que professionnels, quand on est sollicité par des jeunes qui nous expliquent ce genre de situation, peut-être les interroger sur voilà, quelle est la place de la sexualité dans leur vie, quelle connaissance ils ont de leur corps, comment ils vivent cette relation, et peut-être leur permettre de trouver un peu de liberté par rapport à ces photos et ces vidéos qui sont envoyées. Je vais vous montrer une étude de cas, et puis ça nous permettra d'arriver tout doucement à la dernière partie sur Net Écoute. C'est une vraie étude de cas, on a changé évidemment un peu le contexte pour ne pas reconnaître la victime, mais c'est un vrai cas. C'est ce qu'on appelle les affiches. Est-ce que vous connaissez ce système de harcèlement aujourd'hui qui s'appelle les affiches ? Ouais ? Non, très bien. C'est bien, je vais vous expliquer justement, ça tombe bien. Alors, une petite présentation de la situation. Donc, la victime a 15 ans, c'est une adolescente, elle est collégienne, elle contacte notre service, donc Net Écoute, par mail, et elle nous fait part d'un problème de diffusion de contenu, des photos en l'occurrence, à caractère sexuel de sa personne. Elle ne connaît pas l'auteur, puisque malheureusement, aujourd'hui, on peut harceler sans que le compte soit clairement identifié. Le contexte, quel est-il ? Eh bien, il est simple. La victime a envoyé des photos dénudées à des amis de confiance, et quelques mois après, les photos, qu'on appelle des dossiers, sont retrouvées sur des comptes anonymes publics dans le cadre d'une affiche. Plus clairement, imaginons que je sois l'auteur de ce cyberharcèlement. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais envoyer un message à tous mes copains de la classe et leur dire, si vous avez des photos sur Gertrude, une fille de la classe, eh bien envoyez-moi tout ce que vous avez sur elle. Je vais constituer un dossier. Okay, donc les photos dénudées, les photos d'elle dans les vestiaires que vous auriez pu prendre, etc. Enfin, tout ce qui pourrait, de près ou de loin, nous faire un peu marrer, eh bien vous me l'envoyez. Okay, je vais constituer, donc grâce à ce dossier, une affiche. Je vais faire comme si je faisais un montage sur une feuille de papier. Et puis, rendez-vous ce soir à 20h sur Instagram et je vais diffuser cette affiche. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc ça c'est le contenu. Hein, le concept du Snap, c'est simple. C'est à vous de me donner des informations sur une personne du collège, ou vous m'envoyez des photos de la personne et vous me dites ce que vous pensez sur elle. Et bien entendu, je reposte en story en anonyme et je commencerai à la poster un petit peu plus tard. Et donc voilà le genre de photos qui peuvent être envoyées à l'auteur. Okay, donc tout ça est collecté, mis un peu en scène, et puis forcément ça permet d'afficher la personne. On met son nom, on met ses données personnelles, ça fait le tour du monde. Ce qui peut parfois être
franchement très pénible, c'est que des photos sont envoyées en faisant croire que c'est la victime, mais c'est pas forcément le cas. Mais comme on a coupé la tête, on va encore plus, je dirais, porter préjudice en mettant des photos qui sont pas forcément les siennes et qui vont accentuer encore plus la situation de harcèlement. Alors qu'est-ce qu'on fait nous dans ces cas-là quand on reçoit ce mail? Bien, on prend contact évidemment avec la victime et on va faire en sorte de retirer le plus rapidement possible, et la rapidité pour nous est importante parce que plus on attend, comme Internet est très viral aujourd'hui, plus on attend, plus le contenu va se diffuser. Donc on va lui envoyer un formulaire, qui est à peu près cette forme-là, un lien avec donc ce formulaire, et on va lui demander de répondre à un certain nombre de questions. Et ces questions vont nous être utiles pour pouvoir très rapidement, ça prend parfois quelques minutes, pouvoir prendre contact avec le réseau social et leur dire voilà la situation, voilà l'URL qui pose problème, voilà le contenu qui nous interpelle, il faut le retirer rapidement puisque ça constitue une situation de harcèlement. On reçoit, donc c'est notre boîte mail, on reçoit les contenus d'information comme dans une boîte mail classique. Et puis, on va signaler, donc on a des liens privilégiés, on est tiers de confiance auprès de la majorité des gros industriels du net, des réseaux sociaux, etc. Donc Facebook, Instagram, etc. Pour nous, c'est pas que des sociétés aux États-Unis, c'est aussi des vraies personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a un lien de confiance, qui nous permet, quand on envoie par exemple à Instagram ce contenu, eh bien, de le faire retirer très rapidement parce que Instagram sait que NetÉcoute a fait tout un travail d'accompagnement, d'évaluation d'une situation, et du coup, ça va accélérer le retrait du contenu préjudiciable. Là, très rapidement, selon les cas, si on se rend compte que la situation est manifestement illicite, on va peut-être orienter, et c'était le cas, la personne vers un dépôt de plainte. Si on a beaucoup de remontées d'une même situation, tout un collège qui nous fait part de problématiques qui sont récurrentes, eh bien on va se mettre en relation avec notre réseau. Quel est-il? Bien, c'est nos homologues européens. NetÉcoute fait partie d'un consortium européen et donc on a d'autres lignes équivalentes à la nôtre dans d'autres pays. Donc si on voit qu'il y a un phénomène nouveau qui se met en place, eh bien on peut alerter les autres lignes pour qu'elles puissent faire de la prévention. On est agréé par le ministère de l'Éducation nationale, donc on va se mettre en lien ou réciproquement. Le ministère peut aussi se mettre en lien avec nous pour agir, je dirais, rapidement dans le cadre d'une situation problématique. On est en lien aussi avec la brigade numérique de la gendarmerie nationale, avec la police nationale, avec Pharos, qui est entre guillemets la police du net. Et donc tout ça va nous permettre d'agir rapidement. Si le mineur est en danger immédiat, eh bien on va se mettre aussi en lien avec les pompiers, évidemment, puisque notre service est anonyme, mais s'il y a un risque avéré, on va évidemment aller chercher du secours en local. Et puis pour terminer, si c'est une situation à risque de danger ou en danger avéré, comme on a une convention avec le 119, eh bien on pourra alerter nos collègues du 119. Souvent, bien souvent, dans 90% des cas, les réseaux sociaux que l'on sollicite vont répondre favorablement à notre demande et ça peut se faire en gros maximum en quelques heures et bien souvent en quelques minutes. On est beaucoup plus efficace que quand c'est un mineur qui fait retirer lui-même le contenu. Et puis voilà, puis évidemment, on va informer le jeune que le contenu a été retiré et il aura évidemment une information sur la suite. Je termine. Et j'ai bientôt terminé. Quelques mots donc sur NetÉcoute, donc notre plateforme. Vous voyez quelques écoutants ici. C'est donc le service téléphonique et Internet français de protection des mineurs sur Internet. On reçoit à peu près 12 000 contacts chaque année. On a plutôt, alors je veux dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend comment on le voit, mais une activité en augmentation depuis quelques temps. On est accessible par le 0800 203 x 0, c'est le numéro de téléphone. On existe depuis une dizaine d'années. On est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Nos horaires d'ouverture ont été un peu élargis depuis septembre 2019 à la demande du ministre de l'Éducation nationale qui nous a aussi donné un petit peu plus de moyens pour pouvoir accueillir davantage les jeunes dans des moments où ils pouvaient davantage nous appeler, notamment le samedi. NetÉcoute, c'est une aide pour les jeunes. On peut se faire aider quand on nous appelle. C'est aussi un observatoire, puisque vous avez compris que c'est le seul numéro qui peut tout simplement regarder ce que font globalement les jeunes sur Internet. C'est donc pour nous une bonne position d'observation.
Ce qu'on reçoit, c'est à peu près 70% de cas de harcèlement. Tout type de harcèlement. La deuxième problématique la plus souvent abordée sur NetÉcoute, c'est les escroqueries et les piratages. Malheureusement, beaucoup de mineurs sont aussi victimes de ce genre de problématiques. Dans la moitié des cas, les jeunes contactent eux-mêmes NetÉcoute, donc ils font une démarche volontaire vers nous. Quand on fait des interventions en classe, on leur donne le numéro de téléphone. On vous a ramené des affiches et des cartes si vous voulez en prendre. Eh bien voilà, c'est une façon de diffuser le numéro de téléphone auprès des jeunes. Souvent, les jeunes préfèrent nous appeler directement parce que, vous l'avez vu dans les présentations, il y a des situations tellement personnelles où on n'a pas forcément envie d'en parler à des adultes qu'ils préfèrent nous contacter directement. Et puis dernière chose qu'on observe aussi sur NetÉcoute, c'est que les filles sont plus touchées par le cyberharcèlement, donc on a une majorité d'utilisateurs qui sont plutôt des filles. Les réseaux sociaux qui sont les plus souvent concernés par les appels sur NetÉcoute, c'est Facebook, Snapchat et Instagram. Alors il faut le mettre évidemment en proportion du nombre d'utilisateurs. Je ne dis pas que Facebook est plus vecteur de cyberharcèlement. Forcément, quand on est une grosse communauté, on a plus de risques d'avoir des situations de harcèlement. Mais voilà en tout cas le top 3 des réseaux sociaux qui sont concernés par des problématiques de harcèlement. Sur la ligne, vous avez des psychologues, des juristes, des spécialistes des réseaux sociaux, on va les appeler comme ça, même s'il n'y a pas d'études particulières pour travailler sur NetÉcoute, mais en tout cas, on a une équipe jeune qui sait ce que c'est que Snapchat, qui connaît TikTok, qui connaît les paramétrages de compte, etc., et qui peut du coup parler aux jeunes de manière très proche et facile. On est accessible par le téléphone, je vous l'ai dit. On est accessible aussi par Messenger, par Twitter, par chat, par le formulaire de contact en passant par notre site internet www.netécoute.fr. On est accessible par mail également et dans les 6 prochains mois, on sera accessible par WhatsApp également, par la messagerie instantanée. On est tiers de confiance, je vous l'ai dit, on a un certain nombre de partenaires. On fait partie d'un consortium européen, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure. En gros, il y a 10 ans, la Commission européenne a souhaité mettre en place une helpline, donc c'est NetÉcoute. Elle a aussi souhaité mettre en place un centre de ressources qui s'appelle en France Internet sans crainte, et elle a mis en place aussi un service de signalement, notamment de contenu pédopornographique. Et en France, ce point de signalement s'appelle point de contact. Voilà. Et ce consortium européen existe dans tous les pays européens et donc l'Europe coordonne ce réseau et finance en grosse partie notre ligne NetÉcoute. Voilà, et pour terminer, donc je l'ai dit, on a une convention avec le ministère de l'Éducation nationale depuis pas mal d'années maintenant, et ça nous permet d'agir de concert pour lutter contre le harcèlement. On agit notamment lors de la journée contre le harcèlement à l'école, qui a lieu chaque année au mois de novembre. Voilà, je passerai rapidement cette slide-là puisque je l'ai dit plusieurs fois. Donc cyberharcèlement, piratage de comptes sont nos problématiques les plus fréquentes. J'ai un petit peu dépassé mon temps, je crois, mais il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, parfait pour le timing. On n'a rien à dire. Merci pour cette présentation très complète. À vous entendre, il faudrait vous cloner en fait pour que vous soyez beaucoup plus nombreux afin de limiter les risques, notamment qu'on a vus ce matin. Je laisse la parole maintenant à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, je suis Marie-Laure Barbet, je suis pédopsychiatre et je vous appelle, excusez-moi, je suis un peu enrouée. Je vous remercie pour cette présentation, je tenais absolument à venir, même en ayant un peu la crève. Et en fait, voilà, j'ai déjà eu contact avec NetÉcoute par rapport à une situation de harcèlement. Ça a été vraiment très efficace. Et en fait, là, l'autre question que je voulais vous poser, c'est que tout récemment, j'ai une maman qui est venue me parler de son fils et en fait elle m'a évoqué une histoire de battle, donc de duel, comment on appelle ça, de défi sur Instagram, et en fait son fils s'est retrouvé à l'hôpital après avoir participé à cette battle. Et donc la question un peu c'était alors comme il était à l'origine de cette provocation, sauf qu'il a été attaqué par une dizaine d'autres gamins, donc la question c'était un peu de savoir quoi faire. Voilà.
Alors, dans le meilleur des cas, mais évidemment, ça, je ne vais pas d'emblée répondre à votre question, c'est de pouvoir en parler en amont, de pouvoir expliquer que ce genre de situation peut exister et de rappeler, tout à l'heure, Gwen Amouri l'a dit, il n'y a pas la vraie vie et la vie virtuelle, il y a la vie tout simplement, et parfois elle se déroule sur Internet, parfois elle se déroule à l'école, parfois elle se déroule au centre de loisirs, etc. Donc, moi, je pense que, et c'est un peu notre credo à e-enfance, c'est qu'il faut faire de l'éducation aujourd'hui au numérique, c'est qu'il faut avertir les jeunes au maximum des risques potentiels qu'ils peuvent rencontrer sur Internet, ne pas se voiler la face. J'ai pas parlé aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais de l'exposition à la pornographie, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il faut très rapidement parler dès l'école primaire des risques d'exposition des mineurs à la pornographie pour que le jour où ils y seront confrontés, eh bien, tout simplement, ils puissent venir vous interpeller et qu'ils sachent quoi faire. Donc, pour revenir sur votre situation, je pense qu'une fois que le mal est fait, il faut reprendre ça, bien évidemment, avec le jeune et la famille, pouvoir lui faire comprendre d'abord la situation dans laquelle il s'est mis, parce que j'ai compris que c'est lui qui avait initié et ça s'est retourné contre lui, si j'ai bien compris. Je pense qu'après, là, on questionne une problématique purement éducative qui n'est pas forcément liée purement à Internet. Je crois que le travail du parent, c'est de pouvoir transmettre le fait que quand on est un individu et qu'on se développe, il y a des règles de savoir-vivre, de vivre ensemble, de respect de l'autre, et vraiment de montrer, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qu'un écran ne te protège pas, que ce que tu fais sur Internet, il faut pouvoir le faire aussi dans la vie physique, mais si tu te l'interdis de le faire dans la vie physique, il faut peut-être ne pas le faire non plus sur Internet. Un exemple, par exemple, que l'on prend souvent par rapport au harcèlement, c'est si un jour vous hésitez à envoyer un message parce que vous êtes devant votre écran et vous dites ça c'est un petit peu limite, c'est peut-être un petit peu agressif, et dites-vous par exemple je vais prendre ce message et je vais aller le dire en face à face dans la cour de récré à la personne à qui j'avais prévu de l'envoyer. Et si vous vous dites non, je vais peut-être pas le faire parce que quand même je risque de me prendre une claque dans la figure, c'est peut-être que le message que tu es en train de prévoir d'envoyer, il n'a peut-être pas sa place non plus sur Internet. Donc, en tout cas, de ne pas faire de distinction entre ce qu'on ferait dans la dite réalité et sur Internet. Je pense que c'est important parce que les jeunes souvent se sentent protégés, se sentent sans risque quand ils sont sur Internet, et je pense que c'est une erreur et que c'est notre travail justement en tant qu'éducateur, en tant que professionnel, en tant que parent de pouvoir leur pointer du doigt qu'il n'y a pas de... C'est la même chose partout. Oui. Ah d'accord. Ok. Donc ça a été diffusé effectivement c'est ce qu'on appelle du happy slapping. Il devait y avoir de la violence. Alors ça, typiquement ce type de contenu, nous on peut intervenir sur NetÉcoute, donc vous pourriez nous rappeler puisque vous étiez en plus content de la première fois. Donc on sera ravis de pouvoir vous aider. Peut-être aussi, même si je l'ai dit tout à l'heure, on n'éduque pas les jeunes en utilisant uniquement la loi, mais rappeler que le happy slapping est inclus dans ce que le législateur a prévu dans son arsenal pour lutter contre le cyberharcèlement, et le happy slapping est une forme de harcèlement. Donc il faut aussi le rappeler tout simplement que le jeune a commis un délit où il a été en tout cas en lien avec d'autres jeunes qui ont commis un délit et que ça n'a pas lieu d'être, je pense. Je vais juste compléter avec quelque chose qu'on prend notre temps pour l'expliquer aux jeunes également. Si j'ai bien compris la situation, c'est lui qui a enclenché la démarche, c'est lui qui a commencé. On prend le temps d'expliquer aux jeunes que sur Internet, il n'y a pas de légitime défense. Cet argument de c'est lui qui a commencé, etc., ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on pose un acte sur Internet, on est nous-mêmes coupables, et d'ailleurs 60% des victimes de cyberharcèlement sont eux-mêmes agresseurs. Tu as créé un groupe sur moi, je vais créer un groupe sur toi. Tu as fait une photo, je vais faire une photo. Donc c'est très important, encore une fois, dans le message de sensibilisation et de prévention, d'expliquer que tout acte va être sanctionné. Bonjour, je m'appelle Julien Durier, je suis journaliste pour le magazine Phosphore qui s'adresse aux
14-18 ans, de Bayard Presse. Donc merci pour votre présentation. Moi je trouve ça intéressant aussi parce que vous le disiez, vous êtes un observatoire. Et j'ai une question un peu spécifique. Vous avez parlé rapidement des sites de rencontres et je me demandais si qu'est-ce que vous observiez comme comportement sur ces sites de rencontres. Est-ce que les jeunes y sont, à partir de quel âge, et qu'est-ce qui s'y passe un petit peu de votre point de vue, vous, d'observatoire et enfance net écoute? Alors effectivement, merci de me donner la possibilité d'en parler. Effectivement, il y a beaucoup de sites de rencontres pour adolescents. Donc les mythiques pour les adultes existent aussi pour les ados. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez site de rencontres sur les moteurs de recherche et vous aurez nodarons.com par exemple, qui est un des plus gros, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc le but du jeu, c'est de faire un peu comme les adultes, d'aller trouver des relations, alors soit dites amicales, amoureuses, voire sexuelles. Ce que l'on voit, c'est que, alors tous les jeunes n'y sont pas, je ne veux pas non plus faire l'amalgame, mais que c'est assez connu de la part des adolescents. Ce que l'on voit souvent, c'est qu'ils peuvent être vecteurs de ce que j'ai montré tout à l'heure de grooming, parce que forcément, quand vous êtes sur ces sites, même si les sites font normalement attention que ceux qui s'inscrivent soient vraiment mineurs, donc il y a des systèmes de contrôle, etc., mais évidemment, c'est pas infaillible. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut là aussi interpeller les jeunes sur l'importance de vérifier ce qui s'y passe, parce que les personnes adultes qui vont être malveillants sur ces services sont en général assez subtiles, malgré tout, et réussissent à se faire passer pour des mineurs ou en tout cas des adolescents tout à fait fréquentables. Alors, comme je suis l'observatoire Net Écoute, forcément, me sont relevées que les situations qui ne vont pas bien. J'ai rarement des appels de jeunes qui nous disent les réseaux sociaux, c'est super et je m'épanouis dessus. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas ceux qui m'appellent. Donc l'observatoire Net Écoute se rend compte que il y a un certain nombre de problématiques de harcèlement qui ont comme origine ces fameux sites de rencontres, que c'est facile de harceler parce que en général les jeunes ont envie de trouver l'âme sœur, ils sont un peu fleur bleue peut-être et sont sans défense. Je vais vous raconter, j'ai un petit peu de temps encore, un peu, très peu. Très rapidement, un cas classique par exemple de cyberharcèlement de garçons, et je vous invite à en parler en prévention. Un garçon va aller sur ce site de rencontre pour aller trouver la fille de ses rêves. Un jour, il va tomber sur cette fille, et vraiment une superbe jeune fille. Ils vont commencer à discuter via ce site de rencontre, et comme la relation va vraiment bien se passer, ils vont proposer de faire un facecam. Donc en gros, ils vont aller sur Skype, et ils vont continuer à discuter et à échanger entre eux. La relation se passe super bien, et vraiment, il y a un début de relation qui est vraiment très très intense. La fille va commencer à se déshabiller devant sa webcam, et comme le garçon est très à l'aise lui aussi puis qu'il a envie de faire plaisir à la fille, il va aussi se déshabiller devant sa caméra. Il va se déshabiller au point d'être vraiment complètement dénudé, et puis je vous pousse l'histoire assez classique qu'on entend régulièrement sur Net Écoute. Il va se masturber et jouir devant la caméra. Et puis une fois que l'affaire est faite, la caméra se coupe, le garçon va essayer de retrouver cette jeune fille qui tout d'un coup a disparu, donc vous imaginez sa tristesse, et puis il va jamais la retrouver bien évidemment. Par contre, ce qu'il va retrouver, c'est dans sa boîte mail un message qui lui dit tu t'es fait avoir, si tu ne m'envoies pas 50 € par PayPal ou par Bitcoin, je vais diffuser la vidéo sur laquelle tu es en train de te masturber, etc. Et puis je vais d'autant plus facilement le faire que je vous l'ai pas dit, mais comme on était bien ensemble, on a échangé notre adresse, on a échangé nos logins nos pseudos Facebook, etc. Donc j'ai accès à tout ton carnet d'adresses, etc., etc. Donc c'est très facile de diffuser tout ça. Je ne suis pas certain que vous ayez déjà entendu des situations telles que celles que je raconte là. Nous, on l'entend régulièrement parce que les garçons ne vont pas aller se vanter qu'ils se sont masturbés devant leur webcam et qu'ils se sont fait avoir. Ce que font les garçons, c'est que souvent ils payent, parce que 50 €, quand on est un adolescent en France, on peut plus ou moins avoir accès à 50 €. S'il paye, le pirate va redemander 50 €, etc., etc. Et c'est au moment où la somme devient vraiment très importante qu'il appelle Net Écoute en disant là, je peux plus. Et pourtant, j'ai très très peur parce que je sais que peut-être il va diffuser cette vidéo. Et dernier petit détail sur cette situation, ces situations sont très connues de la police française. Il y a des entreprises, alors c'est
plutôt situés en Afrique, qui ont pignon sur rue d'ailleurs, et dont le travail c'est d'arnaquer les jeunes. Et ce qu'on entend souvent, c'est que les images de la jeune fille sont pas des vraies. C'est pas une vraie fille, c'est une vidéo qui tourne en boucle toute la journée, qui est plutôt bien faite et qui laisse croire que c'est une relation vraiment en direct. Et en fait, c'est pas vrai. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire et je vous invite à proposer aux jeunes de le faire, le test de la marionnette. Si la jeune fille que tu trouves très jolie devant toi et à qui tu demandes de lever le bras gauche ne lève pas le bras gauche, c'est que tu es en train de te faire avoir. Il faut tout de suite couper ta vidéo parce que tu es en train de te faire filmer et que potentiellement tu peux tomber dans un piège. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive régulièrement et je pense qu'il faut en parler avant. Donc voilà, les sites de rencontres pour adolescents doivent être utilisés avec prudence. J'ai juste complété pour vous 2 secondes. Si vous avez envie d'étudier un peu le fonctionnement et les process des sites de rencontres, il y a Arte qui a produit 10 super petits films, ça dure 10 minutes, et ça s'appelle Dopamine, point d'exclamation en streaming. Vous observez ça, vous allez comprendre tous les processus, comment ça fonctionne, pourquoi on y retourne, et c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas que Tinder d'ailleurs, vous allez retrouver également Candy Crush et tous les réseaux sociaux qui sont connus, comment fonctionnent les flammes sur Snapchat, pourquoi est-ce qu'on est invité à y retourner tout le temps. Mais pour les sites de rencontres, c'est très intéressant. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention très complète, très intéressante.